Aujourd'hui, on est très heureux de recevoir Dr. El-Khoury, notre collègue Jonathan. Salut. Bonjour. Merci de m'avoir. Donc, Jonathan, peut-être pour commencer, juste te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Donc, je m'appelle Jonathan, je suis résident en 3e année en ophtalmo à l'Université de Montréal. Et moi, j'ai fait médecine à Chicoutimi, comme ces deux gars-là. Ouais, donc, dans notre cas. On a passé 4 ans ensemble à Chicout. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous sur un podcast. Donc, pour vrai, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Premièrement, parce que on veut avoir aussi d'autres différents parcours que nous, là, puis comprendre un peu qu'est-ce qui t'a amené dans ta spécialité, puis un peu les choses que tu as faites au travers. Fait que peut-être, je sais pas, avant médecine, est-ce que tu pourrais expliquer un peu ton parcours? Je pense que moi puis Taïe, on est allé au cégep, mais tu avais fait d'autres choses avant. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'avais fait 1 an de physio à l'Université de Montréal avant de rentrer en med, parce que j'étais rentré direct après le cégep. Dans le temps, on pouvait rentrer en cours de bac, c'est très fréquent à Sherbrooke. Donc, j'étais rentré à Sherbrooke après 1 an de physio, puis là, c'est là que j'ai commencé. Puis, tu avais appliqué directement du cégep, non? Ouais, j'ai appliqué directement du cégep. J'avais fait quelques entrevues, mais je n'étais pas rentré cette année-là. Fait que j'ai décidé de faire physio, parce que physio, dans le temps, ça offrait la meilleure cote pour être capable de rentrer en médecine par la suite. Donc un peu stratégique aussi. Ouais, c'est exact. C'est un bac tremplin. Ah, OK, super. Ça. Bon, puis après ça, tu fais med avec nous. Est-ce que tu savais que tu voulais aller en ophtalmo dès le début? Mais non. L'ophtalmo, c'est pas une spécialité qui est très connue des étudiants en médecine en général. C'est quelque chose qui est vraiment... Les gens pensent ophtalmo, pensent qu'on est tous des optométristes, ils savent pas. Comme, je me souviens de Johnny Lampassona, je lui parlais, on était med nos bons amis. C'est ça. Johnny Lampassona, c'est un de nos amis à Chicout. Il savait même pas que c'était une spécialité médicale, genre en première année. Ouais, je suis en train de conduire avec lui. Pour lui, c'était la même opto puis ophtalmo, c'était comme... C'était pas des médecins en fond. Je sais pas ce qui lui passait par la tête, mais il disait... J'étais en train de conduire avec lui de Montréal à Chicout, puis là, il me disait genre, je savais pas que l'ophtalmo, c'est une spécialité. Ben oui, c'est une spécialité. So, c'est méconnu, mais c'est la plus belle des spécialités, je peux vous garantir. Et est-ce que tu pensais devenir chirurgien? Comme ça, c'était-tu un de tes buts en rentrant en médecine ou? Ouais, donc moi j'ai la personnalité d'un chirurgien, je suis plus comme like black or white, je préfère plus l'objectif que le subjectif. Fait que je te parle pas genre du SIADH puis Non, on pas une liste de problèmes de 2 pages puis un DDX de 40 diagnostics, ça fonctionne pas avec nous ça. Ouais. You know, so Notre sponsor pour cet épisode est nul autre que Frédéric Hanna Immobilier. Frédéric Hanna est un courtier immobilier dédié à défendre les intérêts des professionnels de la santé en matière d'immobilier et de finances. Étant lui-même étudiant finissant au doctorat en pharmacie, il connaît et comprend nos défis et notre réalité. Que vous souhaitiez vendre, acheter ou louer une propriété, Frédéric Hanna Immobilier est la ressource qu'il vous faut. Il offre un service exemplaire, personnalisé et éthique, ce qui rendra votre expérience en immobilier des plus agréables. Allez consulter sa page Instagram sur laquelle vous trouverez du contenu informatif qui pourrait vous faire économiser beaucoup d'argent. Vous trouvez les informations dans la description. Fait que tu avais déjà comme une personnalité un peu plus comme tranchée. Ouais, puis aussi je suis manuel. Puis l'anatomie aussi, manuel, OK. Yeah, je me rappelle très très tôt, c'était plus, je pense, l'ortho, right, qui t'intéressait quand on avait commencé, genre première année. Au début, je voulais faire genre gastro parce que je trouvais ça nice. Okay. Après ça, je voulais faire ortho. Ortho parce que j'avais fait de physio avant. D'accord. Puis quand on est en physio, pour nous, la médecine, c'est l'ortho parce qu'on a le plus de contact avec les orthopédistes. Mm-hmm. Donc là, j'ai fait beaucoup d'observations en ortho. J'ai fait de la recherche en ortho pour l'été, durant l'été entre Med 1 et Med 2. Mm-hmm. Puis là, c'est là que j'ai découvert que c'était pas fait pour moi. Donc là, j'ai fait de l'observation dans plusieurs autres spécialités, puis j'ai abouti à l'ophtalmo, puis c'était le coup de foudre. C'est le jour où il m'a annoncé qu'il arrêtait de gonner pour ortho, puis là, ça devenait ophtalmo. Tu te rappelles l'escalade à Chicout? Ouais. C'était ce jour-là. Une fois, on était allés comme un peu avec tous les gens de Chicout, puis je me rappelle ce jour-là, on enlevait nos souliers, puis il me dit, je pense ortho, c'est pas pour moi. Ah ouais? Je me rappelle encore. Ouais, je m'en rappelle même pas, moi. Moi, je me souviens quand toi, tu gonnais dermato au début. C'est pas vrai. Non. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que dans le fond, comme ça démontre un peu qu'on peut changer d'idée comme autant de fois qu'on veut. Puis... Ben oui. L'important, c'est d'être honnête avec soi-même puis d'être honnête avec ses vrais intérêts. Genre, moi, je voulais faire ortho parce que ça avait l'air nice, parce que je connaissais principalement ça. Puis comme,
genre comme replacer des fractures, faire des grosses chirurgies avec des drills, tout ça. Ouais. Je trouvais ça vraiment nice. Puis it sounded nice, comme ça sonnait vraiment nice, mais en réalité, quand je faisais l'observation, la première fois, c'était bien, j'ai apprécié ça, mais chaque fois que je refaisais l'observation, mon intérêt, on dirait qu'il diminuait un petit peu. Okay. Puis il y a beaucoup de gens qui vont, quand ils commencent à gagner pour une spécialité, ils vont se dire genre j'ai déjà mis beaucoup d'efforts là-dedans. Ouais, toutes les œufs dans le même panier. Ouais, je vais continuer là-dedans, même si c'est pas parfait pour moi, comme c'est correct, je continue là-dedans, mais en réalité, c'est mieux d'être honnête avec soi-même parce que it's never too late, c'est jamais trop tard. Mais Puis moi c'était tôt là. Donc, comment t'approches ça? Parce que si t'as fait déjà un dossier qui était plus ortho, puis là tu veux switcher à un ophtalmo, est-ce qu'il a fallu que tu fasses des choses en particulier en médecine? Ben, moi c'était en med 1. Moi, c'était quand même tôt. Mais il y a beaucoup de gens qui ça leur prend jusqu'à med 2, 3, même med 4 pour changer d'avis. Puis c'est jamais trop tard. L'important, c'est que tu sois honnête avec toi-même, puis que tu démontres tes vraies passions, puis que tu suis tes passions. Puis c'est là que ça va se faire voir. Puis, Jonathan, comment on monte en dossier pour ophtalmo? Cette spécialité si méconnue... C'est pas... Et contingentée aussi, c'est difficile de rentrer en match ophtalmo. en ophtalmo for dummies. Ouais, c'est ça. Donc, par où commencer? Premièrement, il faut choisir ta spécialité. Donc, mettons là que tu as choisi que tu veux faire ophtalmo, c'est quoi les étapes? Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs aspects. Donc, quand on est rendu au processus de sélection CARM, il y a plusieurs aspects. Il y a les stages, il y a la recherche, il y a le fait que tu sois connu dans le milieu où tu aimerais faire ta résidence. Ce qui est quand même un aspect qui est important, right, en ophtalmo, ou en tout cas dans des spécialités qui sont relativement petites, assez contingentées. Ouais, puis ça dépend du programme aussi. D'accord. Dépendant du programme, là, mais par exemple, moi, je suis entré à l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, on est très objectifs. On choisit vraiment les meilleurs candidats, là, puis il ne se fie pas de temps à s'ils connaissent l'étudiant. OK. Mais ça. Puis finalement, il y a le dernier aspect, c'est juste si ta personnalité match avec la personnalité des gens dans le programme. Okay. C'est pas quelque chose que tu peux toujours contrôler, mais fait que, mettons, commençons par le côté recherche. Moi, dès que j'ai su que je voulais faire ophtalmo, puis que j'en étais convaincu à 100%, j'ai commencé à m'impliquer en recherche dans l'endroit que je voulais rentrer. OK. Mais ça, tu vois, c'est intéressant parce que, étant à Chicoutimi, des fois, c'est comme plus difficile de savoir c'est quoi les opportunités de recherche. Comment tu as approché ça? Comment tu t'es... Parce que c'est toi qui les as créées, dans le fond, ces opportunités de recherche-là, non? Ouais, ben oui. Ouais, Chicout, c'est comme moi, je voulais rentrer à Montréal parce que moi, j'ai grandi à Montréal, donc c'était mon objectif. J'ai fait de l'observation avec un ophtalmo à Montréal, OK. qui connaissait mon mentor à Chicoutimi parce qu'il avait étudié en médecine ensemble. Donc, j'ai fait de l'observation avec lui, puis lui avait étudié à l'Université de Montréal. Il a fait sa résidence à l'Université de Montréal. Alors, quand j'ai fait de l'observation avec lui, il m'a apprécié, il m'a référé vers un de ses patrons à l'UDM, puis c'est là que j'ai allé faire de l'observation avec ce patron-là. Et j'ai commencé à faire de la recherche avec lui. J'étais chanceux, il faut toujours avoir un peu de chance, Ouais, vraiment. mais si ça aurait pas fonctionné cette fois-là, ça aurait fonctionné la 3e ou la 5e ou la 10e fois. Mais je pense qu'il faut persévérer jusqu'à ce que tu arrives à ton objectif. Puis, il faut créer ces opportunités aussi pour être chanceux. Il faut que tu te mettes dans des situations où que tu peux être chanceux. Il faut que tu crées ta propre chance. C'est drôle, j'écoutais un podcast cette semaine. C'est un podcast que j'adore, puis je pourrais vous le partager off the mic, mais en gros, il parlait des 3 types de chance. Puis le premier type de chance, c'est la chance chanceuse, qu'il l'appelait en anglais. C'est juste que tu marches dans la rue, puis t'as un génie, puis t'as un éclair d'introspection, puis tu penses à quelque chose, puis t'es juste lucky, genre. Puis ça, tu peux pas vraiment le prévoir, ça change rien, t'es juste lucky à ce moment-là. Le deuxième type de chance, c'est que tu crées tellement d'opportunités pour toi-même que la chance te favorise. Fait que, justement, t'as envoyé des emails, t'es allé faire de l'observation, puis éventuellement, t'es tombé sur quelqu'un qui est prêt à te prendre, puis t'as créé ta propre chance, comme on appelle. Ouais. Puis le troisième type de chance, ben, c'est la chance qui est for the prepared mind. Puis l'exemple qu'il donnait, c'est quelqu'un qui a analysé, admettons, à tous les jours, il analyse genre le stock market puis les nouvelles tendances.
Et le jour où il y en a une qui sort de l'ordinaire, ben son esprit était préparé à reconnaître quelque chose qui sort de l'ordinaire. Puis à ce moment-là, il investit dedans. Puis les gens sont comme, ah, t'as juste été chanceux. Non, comme ton esprit était préparé à cette chance-là. Ah, puis il y en avait un quatrième qui était que t'es juste un expert dans ce milieu. Fait que les gens viennent te voir. C'est pas tant de la chance. C'est, admettons, t'es reconnu comme être le meilleur plongeur de l'Atlantique. Mais là, quand il y a genre des scientifiques qui trouvent qu'il y a peut-être quelque chose dans le fond de l'Atlantique pour aller le chercher puis que c'est un trésor, ben t'es reconnu internationalement, fait qu'ils viennent te voir. Fait que je trouvais ça intéressant d'approcher la chance un peu de manière différente puis pas juste la voir comme it's a lucky bet puis that's it. Fait que ouais, je trouve ça super intéressant puis c'est exactement ça. Tu crées tes propres opportunités, tu envoies des courriels, tu essaies de faire des choses puis ça fait en sorte que tu finis avec parfois des opportunités qui tombent à l'eau, parfois des opportunités qui marchent puis qui donnent des résultats. T'as pu faire de la recherche, si je comprends bien. T'as-tu été capable de faire un projet en particulier ou aller à des congrès? Ouais, donc j'avais commencé à faire de la recherche, puis rapidement, j'avais réussi à publier quand même rapidement après, comme 6 à 8 mois. Mais encore une fois, encore une fois, là, c'était un peu de la chance, mais c'était de la chance calculée, comme tu disais. Donc, j'avais publié, j'ai présenté, Parce que t'as embarqué dans un projet qui était déjà en cours ou Ouais, c'est ça. J'ai embarqué dans un projet avec la patronne puis son fellow de recherche. Fait que ça a beaucoup aidé là, à avoir quelqu'un de plus accessible avec qui communiquer pour me guider à travers ça. Parce que quand on commence la recherche, c'est très difficile de savoir quoi faire, savoir comment écrire un article, comment faire une collecte de données, toutes les stats. Donc, c'est toujours bien d'avoir un mentor de recherche. Puis des fois, les patrons sont un peu occupés, donc toujours avoir un résident ou un fellow, c'est utile. Puis aussi... qui te guide, qui te montre les trucs à faire, pas faire. Puis ils ont plus de temps pour te donner du feedback aussi. Exact. Puis c'est aussi super important d'être débrouillard. En recherche, il y a personne qui va s'asseoir avec toi puis t'enseigner les stats. OK, ça c'est un key carré, ça c'est un il faut prendre des cours si on veut avoir ça. Key test. Là, il faut que tu fasses un test paramétrique. Là, il faut que tu fasses un test non paramétrique. Il n'y a personne qui va t'enseigner ça. Donc, moi, je les ai appris tout seul. J'ai appris comment utiliser SPSS tout seul. J'ai appris comment utiliser beaucoup d'outils en recherche seul. Puis, je pense que c'est une compétence qu'il faut être capable d'avoir sans qu'un patron me dise OK, va apprendre ça, va lire là-dessus. C'est important d'aller vers les choses qui vont t'apporter du succès, notamment en recherche, mais notamment aussi dans d'autres stages. On parlera des stages, là, des stages cliniques. Super important d'être débrouillard et de construire ton propre chemin à travers chaque chose. Certaines choses sont plus difficiles, là, comme écrire la discussion. Mon premier article, là, c'était très difficile pour moi d'écrire la discussion. Parce qu'il faut connaître le domaine, il faut connaître c'est quoi l'ophtalmo, c'est quoi... Il faut avoir une opinion sur la recherche. C'est difficile d'avoir l'opinion quand t'es on en n'est pas deuxième encore... année de médecine. Exact. Puis que t'as pas vu un œil à la lampe à cornée, une rétine. Non, c'est quelque chose qui est super important, je dirais. It's the most important thing. Super. Pour vrai, c'était impressionnant de te voir au courant de la médecine faire de la recherche parce que il y a plein de monde qui essaye puis tout ça, mais t'étais vraiment successful dans. Puis t'es quand même low-key avec, hein? Ah non, au début, il va pas nécessairement venir puis dire hey guys, j'ai ma 3e publication en 6 mois. C'est ça. Non, mais c'était super bon puis pleinement mérité là, pour le travail que tu fais. Mais... Merci. Mais vous aussi. Puis c'est toujours bien d'avoir du support autour. Comme il y avait toi, il y avait Taher, que tout le monde travaillait fort pour essayer d'atteindre ces objectifs, puis on se soutenait à travers ça. Ouais. Donc c'était quelque chose de vraiment, vraiment motivant. Avoir un bon entourage, là, être dans un bon mindset là, autour de toi. Je me dis que Chicoutimi a beaucoup aidé pour ça, parce que je pense que si on était à Montréal, même si on voulait rentrer dans la même spécialité qu'on est maintenant, on dirait qu'il y aurait comme eu un genre de mais comme je suis à Montréal, puis éventuellement il y aura l'externat, etc. Mais le fait qu'on était à Chicoutimi, puis qu'on voulait, en tout cas moi aussi j'étais un peu dans le même bateau que Jonathan, que je voulais revenir à Montréal,
ça m'a comme poussé à très tôt essayer de trouver des façons de me donner les meilleures chances. Puis ça passait justement par essayer de trouver des projets de recherche, autant en fait, au début, c'était plus la neuro dans lequel je m'étais impliqué, puis après ça, quand j'ai réalisé que je voulais faire de l'anesthésie. Fait que, en effet, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis, à quel point c'est important pour les gens qui veulent rentrer en ophtalmo de faire de la recherche? Est-ce que c'est un must ou est-ce que c'est juste que toi, tu voulais te donner les meilleures chances? Comme si tu te compares, admettons, avec les autres gens qui sont avec toi en ophtalmo, par exemple. Ouais, donc c'est super important. Je dirais, je pense que c'est un must d'avoir de l'expérience de recherche, pas nécessairement d'avoir des publications. Beaucoup de gens qui rentrent sans publication, donc c'est très possible. Okay. Mais une publication te donne ça te donne vraiment un gros avantage, je dirais. Puis c'est aussi programme dépendant. L'Université de Montréal, McGill, je pense qu'ils sont plus orientés vers la recherche. Nous, du moins, je peux parler pour l'UDM, là, on aime beaucoup les étudiants qui font beaucoup de recherche, évidemment. Là. Donc, c'est un plus. D'autres programmes, peut-être moins, mais c'est ça. Là. Mais c'est important de connaître son programme aussi, de qu'est-ce qu'il recherche. Puis, c'est ça. Puis d'aller justement comme complémenter qu'est-ce qu'on n'a pas avec qu'est-ce qu'il demande aussi. En effet. Exact. Ouais. Exact. Puis en termes de stage et tout ça, tu avais fait un stage en ophtalmo à l'externat. Est-ce que tu l'as fait tôt ou tu as décidé de le faire plus tard? Moi, j'en ai fait 2. J'en ai fait un quand même tôt. C'était mon 3e stage, 4e stage. Je l'ai fait à Chicoutimi. Une très, très belle expérience. Chicoutimi, c'est pas un centre universitaire. Donc, c'était un peu plus relax, puis c'était de l'ophtalmo général. J'étais très, très proche des patrons. Il n'y avait pas de résidents, donc c'était moi. Quand tu dis centre universitaire, c'est qu'il n'y avait pas de résidents avec toi tous les jours, là, dans le fond. Exactement. C'est que tu étais directement avec les patrons. Exactement. Il n'y avait pas de résidents, pas de fellow, évidemment. Mais c'était au début de l'externat. Fait que c'était l'époque où on était obligé de rester à Chicoutimi. Ouais, exactement. Ouais. Fait que ça a été. Est-ce que ça a bien à donner ou même si tu avais l'opportunité, tu l'aurais faite? Non, ça a très bien à donner, honnêtement. Donc, peut-être qu'initialement, j'aurais préféré faire un stage à Sherbrooke parce que c'est là que il y a tous les patrons qui sont sur le comité de sélection, puis, Mais en rétrospective, je pense que c'est la meilleure chose parce que j'ai fini par faire un stage en ophtalmo à Sherbrooke par la suite, vers la fin de mon externat. Et à ce moment-là, j'avais déjà 1 mois d'ophtalmo d'expérience, donc j'étais beaucoup plus préparé pour ce stage-là. Puis, c'est ça, le premier stage à Chicout, c'était incroyable. J'ai tellement appris, j'ai tellement fait des choses que peut-être que j'aurais pas fait si j'étais dans un centre avec des résidents. Oui, ça donne beaucoup de responsabilités à ceux qui veulent en avoir. Puis quelqu'un d'intéressé comme toi en ophtalmo, j'imagine, c'est comme... Pour toi, c'est une mine d'or. Le gars est arrivé premier jour, c'est ça. Niveau résident. Comment tu t'es préparé à ton stage pour les gens qui sont intéressés, que ce soit par l'ophtalmo ou d'autres spécialités contingentées au niveau chirurgical, par exemple? Ouais, donc, comme j'ai parlé pour la recherche, c'est vraiment la débrouillardise. Il faut que tu saches comment faut que tu te prépares d'une façon où que tu vas commencer ton stage, puis tu vas pas gaspiller du temps sur, par exemple, donc, nous en ophtalmo, c'est savoir comment utiliser la lampe à fente, savoir comment prendre la pression, des choses comme ça. Donc, c'est super important de se préparer avant pour l'ophtalmo au niveau technique et au niveau des connaissances. Donc, il y a 2 aspects que je vois. Ce que j'avais fait avant mon stage, quelques semaines avant mon stage, j'avais trouvé une lampe à fente proche de la salle d'op. Tu fais à Chicout au 9e étage, je pense, ou à l'hôpital. Qui traînait là, genre? Ouais, il y avait une lampe à fente qui traînait proche des salles d'ophtalmo. Ouais, c'est ça. Ça, c'est débrouillard. Donc, j'étais en stage de plastique à ce moment-là, puis on finissait nos salles d'op à 5-6 heures du soir. Puis là, je voyais toujours cette lampe à fente-là. Je me suis dit, tant qu'à être, je vais me pratiquer un petit peu. Puis là, j'avais vu la patronne d'ophtalmo qui était en train de chiller, faire ses notes proche de la salle d'ophtalmo dans le coin là. Je lui ai demandé est-ce que ça vous dérange que j'utilise la lampe à fente, je vais être en stage avec vous bientôt. Elle m'a dit ouais, bien sûr. Puis en même temps, ça lui montre que genre je suis quelqu'un de sérieux. Je suis pas donc je m'étais préparé peut-être quelques soirées durant le stage précédent, j'étais allé pratiquer. J'avais un petit post-it, j'avais dessiné un œil dessus, puis je l'avais collé sur la lampe à fente. Je le pratiquais à focusser back and forth, puis j'avais essayé tous les boutons de la lampe à fente.
Donc, c'est juste un exemple de quelque chose que pas tout le monde fait, je trouve. Là, quand j'ai des étudiants en médecine qui viennent me voir pour des conseils, je leur dis tous ce que moi j'ai fait. Puis c'est quelque chose qui m'a apporté du succès. Donc, je recommande fortement à tout le monde de se préparer avant, de façon sérieuse. Puis j'avais aussi, comme par exemple, j'avais vu des vidéos sur comment prendre la pression sur YouTube. J'avais vu des vidéos sur comment utiliser les différentes lentilles. J'avais lu un textbook sur les différentes techniques qu'on peut faire parce qu'on a une spécialité tellement technique. La majorité des étudiants en médecine commencent leur stage d'extérieur d'ophtalmo. La première semaine ou deux, ils sont en train d'essayer de trouver comment utiliser la lampe à fente, comment faire toutes les techniques pour examiner le patient. C'est différent de, par exemple, la médecine interne où que c'est pas aussi complexe comme la palpation de l'abdomen ou l'auscultation cardiaque. Ou, C'est surtout des choses qu'on pratique avant, durant... Exact. Ça nous a été enseigné. Ça nous a été enseigné, mais on nous a jamais appris à faire un examen à la lampe à fente ou prendre une pression intraoculaire. Fait que c'est clairement des skills qui sont complètement différentes de ce qu'on connaissait. Fait que toi, tu t'étais dit, je vais pas perdre mon premier 2 semaines juste là-dedans, mais plutôt, je vais arriver préparé, puis ça va juste me permettre d'en profiter plus une fois rendu dans le stage. Right? Exact. Ouais, c'est exactement ça. C'est plus le fait qu'on apprend zéro ça dans la médecine. On dit souvent que la résidence d'ophtalmo, on repart à zéro parce que tout ce qu'on a appris dans la médecine, on l'utilise peut-être 10, 20%, mais le restant, on réapprend de zéro. Donc, les nouveaux résidents qui arrivent en ophtalmo, c'est comme des externes. Donc, c'est un peu... C'est une learning curve... qui est assez abrupt, j'imagine, pour commencer. Ben oui. Début R2, on n'est pas si à l'aise pour gérer beaucoup de choses, mais rendu R3, là, je suis très à l'aise à gérer beaucoup de choses en clinique. Puis là, on enregistre en ce moment dans les temps où est-ce que les gens choisissent vraiment comment placer leur programme de choix. Là. Comment ranker, est-ce que je rank Montréal, Sherbrooke, en ophtalmo, médecine interne, à NES? Quand je fais ce choix-là, toi, est-ce que t'as des conseils à donner ou genre, comme c'est quoi, ça a été quoi ta réflexion quand t'as été pour ranker selon qu'est-ce que toi tu voulais puis qu'est-ce que tu recherchais aussi comme résidence? Pour le rank, donc moi j'avais seulement appliqué en ophtalmo. J'avais appliqué, pas en canadien, j'avais appliqué Québec, Ontario puis dans l'Est du Canada. OK. Finalement, j'avais fait 4 entrevues, les 4 au Québec. Puis j'ai décidé de faire ça parce que je me suis dit que malgré que j'aurais pu être content en médecine interne ou en d'autres spécialités, j'avais même demandé une lettre par un interniste, mais là je me suis dit toute l'énergie que je dois mettre pour me préparer pour l'entrevue de médecine interne, me préparer pour pour lire ma lettre de médecine interne, tout ça, c'est du temps que j'aurais pas pour mettre sur l'ophtalmo. OK. Puis moi, j'ai pensé honnêtement, puis je me suis dit que je ne vais pas vraiment aller en médecine interne si jamais je ne matche pas en ophtalmo. Je préférais faire une année de recherche puis ensuite réappliquer en ophtalmo. Donc moi, c'était vraiment ça que je voulais. Fait que tu avais en plan, au cas où tu avais quelque chose que tu voudrais faire, comme une année de recherche. J'avais pas de plan concret, mais il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire. J'aurais pu faire une année de fellow de recherche qui prennent dans beaucoup de centres. J'aurais pu faire un master, une maîtrise de recherche, des choses comme ça. Mais toi, c'était clair que tu préférais le no-match que de rentrer dans une spécialité autre que l'ophtalmo. Exact. Et c'est pour ça que j'ai pas appliqué finalement en médecine interne ou dans n'importe quelle autre spécialité. Est-ce que tu l'aurais fait l'année suivante? Là, t'as matché. C'est tout le temps la question, hein? C'est une drôle de question, mais t'as matché maintenant, puis t'es dans la spécialité que tu voulais, puis de ce que je vois, ça va bien. Donc, j'aime ça. J'adore ça. Je ne fais rien d'autre. Est-ce que tu t'es dit, bon, ben si l'année prochaine, il faut que je réapplique, genre, ça aurait changé ma perspective ou non? C'est difficile à dire, mais peut-être si c'était pas après 1 an, peut-être après 2 ans. Si j'aurais fait une maîtrise de recherche qui a duré 2 ans, peut-être après 2 ans. Mais j'imagine que oui, là, ouais. Comme, je suis à un moment, il faut que ça finisse, genre. C'est ça. Je suis là pour devenir médecin. S'ils me veulent pas en ophtalmo, ben, je vais trouver quelque chose d'autre, you know? Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose... C'est pas une finalité, mais c'est comme un objectif vraiment... Ouais, ça aurait été difficile, puis
toute une restructuration de carrière, mais c'est définitivement quelque chose que peut-être j'aurais considéré là. En tout cas, l'hémitario, t'en auras pas besoin. Fait que là, Une chance. t'es en ophtalmo. Comment ça se passe? Incroyable. Je me verrais pas faire autre chose. L'ophtalmo, c'est une spécialité tellement différente des autres spécialités. C'est tellement unique dans le sens que c'est les mêmes pathologies, le diabète, l'hypertension, tout ça, mais on le voit d'une façon différente parce que l'œil, c'est vraiment une fenêtre sur le corps. On voit dans le diabète qu'on a dans les yeux, une rétinopathie diabétique, on voit ce qui se passe en real time. Tandis que quand on gère un diabète à l'étage, c'est tellement différent. C'est comme un patient qui a le diabète en médecine interne ou whatever. C'est tellement différent. Fait que j'apprécie cette partie visuelle-là. Puis je pense que c'est vraiment un privilège qu'on a parce qu'on a la cornée puis le cristallin qui sont clairs puis le vitré qui sont clairs. Fait qu'on peut tout voir. C'est ça qui est vraiment nice. Donc, l'aspect visuel, c'est incroyable. Day-to-day d'un résident en ophtalmo, qu'est-ce que ça ressemble comme tes stages et tout ça? Parce que la spécialité est méconnue. Moi, je pourrais pas te dire tes différents types de stages que tu fais. Tu sais, ça serait comme... Le day-to-day d'ophtalmo, donc du côté de l'Université de Montréal, on a un programme qui est axé plus sur les surspécialités de l'ophtalmo. Donc, R1, évidemment, c'est des stages ectopiques, du off-service. On fait un peu d'ophtalmo. Puis là, à la fin de R1, tous les résidents du Canada se rejoignent à Toronto pour avoir un cours d'introduction à l'ophtalmo. Okay. Fait que c'est un peu pour mettre nos bases, pour mettre tout le monde à niveau, pour qu'on parte R2 avec les gardes et tout ça, avec d'un bon pied. Après ça, nous, à l'UDM, on commence avec des stages de spécialité. Fait que, puis c'est principalement de la clinique. R2, R3, c'est juste de la clinique. Fait qu'on est en clinique à tous les jours. Ça commence à 8, ça finit quand ça finit. Des fois tôt, des fois tard. Tard à quel point? Ça peut aller vraiment tard, là. Pour une clinique, ça peut aller des fois à 7. Genre 2 heures? 8. Ah, OK. 9. OK. Non, j'ai déjà eu des appels de clinique durant ma garde. C'est vrai? Ouais. Moi, je vous appelle souvent. Ouais. Quand on est en clinique de neuro-off, par exemple. De temps en temps, on reçoit des appels de choses qui sont en clinique, puis là, ils ont besoin de scans. C'est ça, Ça on a arrive. 3. Une parésite du nerf crânien, 3 éliminer un anévrisme. Mais là, ça Exact, fait des 2 choses mois. comme Puis ça. là, nous, on vous appelle parce qu'on va être certain qu'il n'y a pas Oui, d'anévrisme. puis Puis là, vous le voulez ce soir dans C'est l'heure ça. qui suit. ça fait un mois qu'il y a les symptômes, mais Mais c'est vrai que je m'attendais pas à... Tu sais, je savais pas que les cliniques pouvaient finir aussi tard, là, puis... pourquoi on a cette réputation-là? Ben, ça fait partie du road quand même. Ah, toi aussi. C'est vrai que ça, nous, ça fait partie de ce que le monde pense, mais tu sais, la Ouais. résidence en ophtalmo, c'est... Tu sais, on se croise des fois à l'hôpital, puis c'est pas... En effet. Quand on aime ça, c'est bien, mais tu sais, c'est des longues journées, vous faites pas juste du 9 à 2. Puis Je t'agace. avez-vous des tournées le matin? Ah non, pas de tournée. OK, wow. En fait, une fois par semaine, on a la tournée de l'étage. OK. Fait que les patients qui sont pas capables de venir en ophtalmo, de se déplacer, ils sont trop malades, il faut qu'on aille les voir à Qui sont l'étage. hospites. Mhm. OK. Ouais, mais sinon, tous les patients, on les voit en clinique. C'est beaucoup meilleur de faire l'examen en clinique là, que de faire... Ben avec vos Les beaux examiner. outils aussi. Là. C'est ça, mais oui. Yeah. Puis, admettons, sur les gardes, est-ce qu'il y a des choses qui font en sorte que tu dois comme rentrer à 1h, 2h du matin, ou en général, les choses sont quand même... T'es capable de les voir au matin? Non, ça, des fois, ça arrive. C'est pas si fréquent que ça, mais ça arrive qu'on doit pas rentrer au milieu de la nuit, qu'on se fait réveiller durant la nuit, il faut qu'on rentre. OK. Que ce soit les traumas, que ce soit quelque chose de neurologique, de neuro-ophtalmo. Là, genre, l'autre fois, j'avais un patient qui s'est présenté avec une perte de vision soudaine complète d'un œil. OK. Et finalement, c'était une occlusion de l'artère centrale OK. de la rétine. Fait que ça, c'est quelque chose d'urgent. C'est parce que c'est un AVC, dans le fond. Alors, j'étais rentré rapidement avec le neurologue. Puis, fait que ça, c'est des exemples de cas, il faut qu'on rentre la nuit. Mais de façon générale, je dirais peut-être un 30%, 25% du temps, on n'a pas rentré durant la nuit. Là. Parce que la majorité des cas sont pas urgents dans la minute, c'est plus urgent dans les heures ou dans les 24 heures, disons. Ce qui Juste, permet de ouais. le voir, genre, au matin. C'est ça, au matin. Mais c'est sûr qu'en tant que Puis est-ce résident... qu'il y a quelqu'un c'est- qui suit qu'on va voir les patients? Puis... Ouais, exact. Puis, c'est quoi les avenues en termes de pratique quand t'es résident en ophtalmo?
Qu'est-ce que tu peux devenir éventuellement comme ophtalmo? Est-ce que c'est comme une seule pratique, tout le monde fait la même chose, ou bien c'est assez varié? Donc, non, il y a beaucoup de différents types de pratiques. L'ophtalmo, je pense, on peut avoir une pratique très variée. On peut soit être très académique, on travaille seulement à l'hôpital, on fait de la clinique, de la chirurgie. Tous les ophtalmos, en passant, ils opèrent, ou presque. La grosse majorité vont faire de la clinique et de la chirurgie. Donc, soit qu'on peut être 100% académique, qu'on fait seulement de l'hôpital. Il y a beaucoup d'ophtalmos qui font de l'académique puis un petit peu de bureaux à l'extérieur de l'hôpital. Il y a beaucoup de bureaux d'ophtalmologie qui sont gérés au privé, mais qui sont couverts par la RAMQ. C'est une façon d'augmenter comme l'offre de soins pour la population. Fait que je dirais que peut-être la majorité font ça. D'accord. Qui travaillent soit dans un centre académique ou qui travaillent dans un centre hospitalier plus périphérique. Il y en a beaucoup qui splitent leur temps. Parce que souvent, ils travaillent 2 jours à l'hôpital, puis le restant de la semaine, on travaille en clinique. Puis est-ce que les pathologies se ressemblent? C'est-tu la même chose qu'on voit? Ben, nous, les résidents, c'est sûr qu'on est beaucoup plus exposés à la pratique de centre universitaire. Ouais. Donc, je ne peux pas trop te répondre là-dessus, mais c'est sûr qu'on aura des pathologies beaucoup plus complexes, là. En fait, sûrement qu'en centre universitaire, on va avoir beaucoup de pathologies complexes. On aurait des surspécialistes en cornée, en glaucome, en rétine, en oculoplastie, tout ça, là. Toutes les grosses pathologies vont aller là, en bureau ou bien dans un centre périphérique. Ça sera plus des cataractes, des glaucomes, des pathologies rétiniennes non chirurgicales, des choses comme ça. Donc, mais dans les 2 cas, c'est super intéressant. Puis, il y a le 3e aspect que j'ai pas encore mentionné, c'est le privé-privé, genre la chirurgie réfractive, en oculoplastie, un petit peu de chirurgie privée. C'est plus une minorité d'ophtalmos qui font ça, mais ça existe. OK. Puis, dans le fond, toi, quand tu fais tes stages, est-ce que tu fais juste un truc, une surspécialité à la fois? Est-ce que tu fais de la cornée pendant 1 mois, puis tu changes après, ou comment ça marche? Ouais, nous, c'est comme ça que ça fonctionne. À l'UDEM, du moins, là, on fait des blocs de cornée, de glaucome. Okay. Quand je dis ça à mes amis qui sont pas en ophtalmo, ils commencent à rire de moi. Le temps est long, man. Parce qu'une cornée, c'est 1 centimètre. Mais c'est intéressant, ça fait j'imagine, une très bonne exposition de toutes les pathologies d'un truc. Ouais. La cornée n'a plus rien à te cacher après 1 mois. Non. Il y a la cornée, la rétine, le glaucome, l'oculoplastie, neuro-ophtalmo, plein de... Moi, ma question là-dedans, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de cliniques dans votre résidence, mais quand est-ce qu'on... Tu sais, genre, pour les gens qui sont vraiment intéressés par l'ophtalmo puis qui veulent faire de la chirurgie, est-ce que c'est très technique aussi au niveau chirurgical ou vous en faites vraiment plus tard dans la résidence? En clinique? Tout ce qui est chirurgical, vous le faites en clinique ou vous avez des salles d'op? J'imagine que vous avez des salles d'op pour les choses plus complexes. Ouais, donc il y a certaines petites procédures qu'on peut faire en clinique. Les petits lasers, les procédures simples. Sinon, il y a aussi des salles de chirurgie mineure qu'on a dans la clinique. Puis après ça, il y a la salle d'op, la chirurgie majeure. Ça, c'est plus pour les chirurgies intraoculaires. Donc, il y a vraiment de tout. En tant qu'étudiant en médecine, souvent... ils n'ont pas vraiment la chance de faire des techniques, du moins en centre universitaire, parce que les étudiants en médecine partent quand même de loin. Donc, il faut apprendre vraiment les bases avant d'être capable de faire un laser, par exemple. Il faut que tu sois capable de connaître toutes les bases du glaucome avant de faire un laser pour le glaucome, par exemple. Donc, mais rapidement, à la résidence, là, on apprend rapidement à faire beaucoup de procédures. Fait comment un externe, admettons, en stage d'ophtalmo se distingue? Parce qu'il y a des stages où, des stages de chirurgie générale, des fois, on pense que l'aspect technique te permet un peu de te distinguer. Comment un externe se distingue en stage d'ophtalmo? Donc, j'ai mentionné avant la partie technique. Donc, ça s'applique pour l'externe dans n'importe quel milieu. Là. C'est vraiment se préparer du côté technique. Puis ça se voit. Je dirais 90% des externes, quand je les vois en stage avec nous, première journée, première semaine, ils savent pas trop comment utiliser une lampe à fente, ils savent pas comment prendre la pression, comment changer la hauteur de la lumière sur la lampe à fente, toutes les choses relativement simples, mais qu'il faut vraiment prendre le temps
de comprendre. Ça, la majorité des étudiants en médecine ne sont pas capables vraiment de faire ça. Donc, juste si on a cette petite base-là qui ne prend pas autant de temps que ça, déjà là, c'est comme tu vas te démarquer en tant qu'externe. Okay. Si tu rentres dans ton stage puis tu sais comment examiner un patient. Évidemment, durant ton stage, tu vas te pratiquer, puis la progression, c'est aussi super important. Le deuxième aspect, c'est les connaissances. Ça, c'est vrai aussi pour tous les autres stages. Les connaissances, juste savoir les pathologies de base. L'ophtalmo, c'est différent aussi de ce côté-là parce que c'est très visuel. Et quand tu vois un patient, tu vois une tache blanche sur sa cornée, par exemple, si tu n'as jamais vu ça auparavant, tu ne vas pas savoir c'est quoi. C'est impossible de savoir c'est quoi si tu l'as jamais vu auparavant. C'est pour ça qu'avant le stage d'ophtalmo, il faut lire un texte. Faut que tu aies lu un petit peu puis que tu aies vu beaucoup d'images pour savoir, OK, un ulcère de cornée, ça ressemble à ça. C'est visuel. Une kératite HSV, ça ressemble à ça. Une kératite VZV, ça ressemble à ça. Une rétinopathie diabétique, ça ressemble à ça. Une hémorragie sur la rétine, ça ressemble à ça. Il faut savoir... c'est pas quelque chose qu'on apprend beaucoup, en fait. Non, c'est ça. Vous faites-vous des stages d'ophtalmo? Non, on fait pas de stage d'ophtalmo. OK. Non. Nous, on fait un stage de radio. Oui, par contre. Tu t'en es au radio avec ton collègue l'autre fois. Oui, exact. Non, puis il y en a beaucoup. HMR, c'est un centre qui fait beaucoup d'ophtalmo. Ouais. Je le savais pas avant de faire mon stage de neuro là-bas. Ouais. Mais finalement, je pense que c'est le centre d'expertise en ophtalmo pas mal. Ouais, c'est un des gros centres. Là. La clinique est immense. Chaque jour, je pense que dans les plus grosses journées, on voit comme 400 patients par jour. C'est vraiment incroyable. Là. Ça, c'est réparti entre combien de patrons? Peut-être 10 patrons par jour. Quand même une quarantaine de patients par patron. Peut-être un peu moins, en fait. Là, peut-être 8. Okay. Mais c'est beaucoup. Il y a beaucoup de volume à HMR, beaucoup d'ophtalmo, beaucoup de pathologie, beaucoup de références de beaucoup de pathologies rares, mais que c'est vous qui voyez, c'est assez hallucinant. C'est des coins de page dans nos livres, puis on les voit dans les présentations. J'ai trouvé ça hyper intéressant du côté radiologique, mais je sais pas comment ça aurait été à la clinique. Je pense pas que je serais capable d'utiliser une lampe à fente le premier jour du stage. Ça n'aurait pas de besoin. Mais c'est vraiment super intéressant. Puis comment tu vois ensuite les années qui s'en viennent? Est-ce que votre collège est rendu début R5? Est-ce qu'il est encore à la fin? Est-ce que vous préparez des fellows ou c'est pas tant... il n'y a pas tant de monde qui font ça. Comment ça marche pour les étapes suivantes? Donc, Collège Royal, pour nous, les R3, ça va être en fin R5. Mais là, pour les résidents qui sont après moi, maintenant les R2, les R1, puis ceux qui vont rentrer, le Collège Royal a changé. Je me souviens pas, je pense que c'est en début R5 ou fin R4, quelque chose du genre. C'est beaucoup plus tôt. Donc, puis... évidemment, normalement, en ophtalmo du moins, tout R5, c'est dédié à la préparation des fellowships et à l'étude pour le Collège Royal. Donc là, ça va chambouler un petit peu les choses, là, mais donc ça va être plus difficile, je pense, pour nos juniors qui vont prendre le Collège Royal plus tôt. Mais ça se fait quand même. Là. Puis il y a des avantages aussi à avoir le Collège Royal tôt. Pour le côté fellowship, donc... évidemment, si on veut faire un fellowship compétitif, il faut se préparer. Les externes pensent que quand je vais rentrer en ophtalmo, ça va être fini, je vais être good. On en parlait juste avant. Ouais, c'est ça. C'est tout dans l'épisode avant. Ouais. C'est jamais fini. C'est seulement fini quand toi, tu décides que c'est fini. So, tu rentres en ophtalmo, la première année, tu prends ça comme, OK, t'es content, t'es rentré, t'es un peu sur un nuage. Tu penses pas trop à ton avenir, tu penses plus au moment présent. Puis là, tu es frappé par le R2, puis là, je suis comme, OK, il faut que je me prépare, il faut que je sache qu'est-ce que je veux faire, quel genre de pratique je veux avoir. Quand tu es externe, tu penses toute la même chose, mais en réalité, l'ophtalmo, c'est tellement varié que... Ouais, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes stages? Lesquels t'arrives le soir, puis t'es juste comme, j'en prendrai plus. C'est ça. Hein. J'avais dit au début que l'ophtalmo, c'est très objectif, puis que si t'aimes les grosses listes de problèmes, puis les gros DDX, faut pas en ophtalmo, comme c'est moins ça. Mais en réalité, j'ai découvert dans la résidence que non, il y a certaines surspécialités d'ophtalmo que c'est très médical. Il y a beaucoup de pathologies multisystémiques, puis c'est beaucoup plus subjectif. Comme la neuro-ophtalmo, par exemple? Exactement, la neuro-ophtalmo, l'uvite, l'ophtalmo-pédiatrie. Donc,
Donc, je crois vraiment que l'ophtalmo, comme il y en a pour tout le monde. Toi, personnellement, est-ce que tu penses à faire fellow ou tu voudrais avoir une pratique plutôt générale, privée-publique? Donc, j'aimerais faire un fellow. J'aimerais vraiment devenir vraiment bon à une chose. Mais comme l'ophtalmo général, c'est une très belle pratique aussi. Chaque spécialité a vraiment ses avantages. L'ophtalmo général, la rétine, la cornée, tout ça, là, chacun a ses avantages. C'est important vraiment de juste faire, encore une fois, ce qu'on aime, d'être honnête avec nos choix. Oui, il faut vraiment comme choisir comme plus qu'on aime. Puis ça va aussi qu'il n'y a pas une bonne réponse là-dedans. Sérieusement, comme moi, je regarde, puis il y a plein de choses en radio que je pourrais faire, que j'aime. Puis tu sais, en ce moment, comme début R4, c'est l'application des fellows. Puis je me dis, il faudrait que je fasse des choix si je veux appliquer dans certains qui m'intéressent plus. Mais tu sais, reste que je pourrais faire du général, je pourrais faire une spécialité plus qu'une autre, puis ça serait aussi des très belles pratiques. Mais c'est intéressant, on en parlait qu'au début de la résidence, on pense zéro à ça. Puis là vient cette... on dirait la moitié de la résidence ou tu penses à la prochaine étape? Il faudrait peut-être que je commence à penser à ça plus sérieusement. Mais merci Jonathan vraiment d'être venu. Je pense qu'on pourrait faire juste un dernier mot. Si tu as des conseils à donner aux gens qui veulent rentrer en ophtalmo ou quelque chose que tu aurais à dire par rapport à ta spécialité. Beaucoup de choses que j'aimerais. Pleure pas, là, on n'a pas de papier. Comme j'ai dit au début, follow your passion, donc suivez vos passions. Vraiment, faites ce qui vous intéresse le plus et soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Puis si vous êtes vraiment passionné, si vous aimez vraiment ça, ça va paraître. L'ophtalmo, ça peut faire peur que c'est tellement compétitif et tout ça, mais en réalité, tout le monde est capable de le faire. C'est juste une question de motivation, de passion. Puis puis ça se voit. Les résidents, les patrons, on est capable de voir ça. Donc, puis l'ophtalmo, c'est la meilleure des spécialités. C'est la plus belle des spécialités. moi, je me souviens, mon premier stage d'ophtalmo, la première fois que j'ai été capable de voir une rétine avec la lentille à la lampe à fente, je suis tombé en amour parce que c'est tellement beau, c'est tellement... c'est un plaisir à voir. J'étais externe, je passais comme 3 minutes à juste mettre la lumière direct dans la macula du patient. Il était ébloui, tellement ébloui, mais comme je regardais ça, j'étais comme wow, c'est tellement beau. Puis c'est vrai. Ça ressemble pas à ton post-it que t'avais fait? Non. C'est un petit peu plus bien défini. Plus de pixels, admettons. Ouais. En tout cas, Jonathan, c'est vraiment un plaisir de t'avoir dans le podcast. Merci d'être venu. Puis nous, on va se dire à la prochaine pour un nouvel épisode. Yes, sir.